Bonjour Olivier Dussopt. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous étiez à l'Élysée hier soir pour ce dîner organisé autour du chef de l'État avec certains de vos collègues du gouvernement, avec des représentants de la majorité. Et le gouvernement a finalement décidé de prendre un peu de temps sur la réforme des retraites. Elisabeth Borne annonce ce matin un nouveau cycle de concertation et elle annonce que vous allez vous en charger. Or, tous ces derniers jours, ces dernières semaines, on a entendu déjà beaucoup de positions, pour ne pas dire beaucoup d'opposition à l'idée de réformer les retraites de la part des syndicats, de partis politiques. Ça va servir à quoi ces concertations ? À tracer des consensus et des convergences. Nous avons fait un choix et nous assumons ce choix, bien évidemment. C'est le choix de mener cette réforme. Le président de la République a été élu en 2022 en s'engageant pendant la campagne, en prenant un risque véritable, puisque c'est un sujet qui est souvent un sujet de débat, parfois même de polémique, autour des retraites. Il a tracé un cap, il a fixé le cadre, avec la perspective d'une augmentation très progressive, mais d'une augmentation de l'âge légal de départ, à la fois pour équilibrer le système, et puis aussi pour financer les améliorations du système. Nous avons pris la décision d'ouvrir cette réforme et d'ouvrir une concertation. Une dernière concertation, puisque beaucoup de travail a été fait. Concertation avec les partenaires sociaux, syndicats, patronat, mais aussi concertation avec les groupes politiques au Parlement, pour à la fois partager les constats, dire comment nous voulons procéder, recueillir des propositions, et puis faire en sorte qu'avant Noël, nous ayons une réforme, un texte qui soit le plus partagé et le plus compris possible. Et s'ils vous disent, on vous a déjà dit non, merci, en fait, nos positions, vous les connaissez ? Moi, je suis assez convaincu que les partenaires sociaux, comme les forces politiques, vont prendre leurs responsabilités et participer à cette concertation. Nous connaissons les positions dans les grandes lignes des uns et des autres. Certains ne veulent pas entendre parler de réforme et considèrent que le système irait bien. Et je crois qu'il faut aussi arrêter de dire des bêtises en la matière. Nous avons un système qui, c'est le rapport du corps qui le dit, le corps est un organisme... d'orientation des retraites. Voilà, le Conseil d'orientation qui est un organisme indépendant. Il dit que le système de retraite sera déficitaire en 2027 de 12,5 milliards d'euros par an et de presque 20 milliards d'euros par an en 2030. Et donc il faut que nous puissions prendre ce chantier pour garantir la pérennité, l'avenir du système de retraite, la retraite de nos propres enfants. Et il faut pouvoir y travailler. Des organisations syndicales, d'autres, des organisations patronales, nous disent, nous voulons discuter et donnez-nous un peu de temps pour discuter. C'est ce que nous faisons. Vous avez employé le terme de concertation. On est d'accord que c'est une concertation, donc une discussion, c'est pas une négociation. À la fin, c'est vous qui décidez. C'est une concertation, et pardon d'être un peu technique, mais il y a un code du travail avec un droit qui est arrêté et qui précise que la question des retraites est une compétence prioritaire de l'État qui la porte avec les partenaires sociaux. Il y a un certain nombre de sujets pour lesquels les partenaires sociaux sont prioritaires. C'est défini par le Code du travail. En matière de retraite, nous sommes dans le champ de la concertation. C'est votre travail. Alors, vous avez évoqué le calendrier, juste pour bien comprendre. Avant la fin de l'hiver, ça veut dire qu'avant le 20 mars, si on regarde le calendrier, avant le 20 mars, la réforme est adoptée de manière définitive au Parlement. C'est ce qu'il faut. Le président de la République s'est engagé sur deux aspects, à la fois un cadre général, avec l'augmentation progressive de l'âge et l'équilibre du système, mais aussi une mise en application de la loi à partir de l'été 2023. Notre objectif, la Première ministre l'a dit très clairement, c'est d'ouvrir cette série de concertations avant Noël, d'en faire le bilan et d'avoir un texte qui puisse être le plus partagé possible et que ce texte soit adopté avant la fin de l'hiver. Vous avez rappelé la date de fin d'hiver. Ça nous laisse ensuite quelques mois, 6 mois, pour mettre en œuvre le texte, comme ça a toujours été le cas, dans le cadre des réformes des retraites. Et donc, c'est ce calendrier que nous voulons tenir. Et quand on dit mise en œuvre à l'été 2023, ça veut dire que dès l'été 2023, certaines générations commenceront à travailler plus longtemps ? Ça peut être le cas si, effectivement, les critères tels que nous les arrêtons prévoient cette mise en œuvre. Mais dès l'année 2023, dès l'été 2023, le texte doit être applicable. Alors, on va parler dans un instant du contenu du projet, de ce que vous souhaiteriez faire. On va juste s'arrêter encore un instant sur la méthode, la manière d'y parvenir, parce que c'était l'un des enjeux du dîner d'hier soir. Cette concertation, il n'échappe à personne que c'est aussi un signe d'apaisement qui est adressé à ceux qui avaient exprimé des réticences. Est-ce que ça veut dire, Olivier Dussopt, qu'il est désormais exclu de passer par un amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale ? Notre priorité, là aussi, Elisabeth Borne l'a dit très clairement, notre priorité, c'est de construire un texte spécifique qui soit adopté pendant l'hiver 2023 et donc autour du mois de janvier, du mois de février 2023. C'est notre priorité. Et nous voulons mener cette concertation pour avoir un texte avant Noël, donc au-delà de l'examen du PLFSS. Mais vous ne dites pas, c'est exclu un amendement au PLFSS. Je souhaite que ce soit un texte spécifique et je souhaite aussi que les partenaires sociaux, les forces politiques jouent le jeu et jouent le jeu de la concertation. Pour être dans une concertation et un débat, il ne faut pas être tout seul autour de la table. Et donc, nous sommes enclin, ouvert, volontaire pour mener cette concertation. Dès la semaine prochaine, j'ouvrirai celle-ci, je rendrai public le calendrier de la concertation, les thèmes à aborder, les thèmes à creuser. Donc, si elle n'aboutit pas, on peut se retrouver dans un scénario où vous dites, dans ce cas-là, on fait un amendement au PLFSS. Ça n'est pas, je l'ai répété, ça n'est pas notre option privilégiée.
nous voulons aboutir. Pas privilégié, mais pas totalement Nous voulons écarté. aboutir et faire en sorte que juste avant Noël, nous puissions avoir un texte qui soit solide et que nous puissions le soumettre au Parlement pour un débat pendant l'hiver. Quand vous dites un texte dédié, pour bien comprendre, c'est pas non plus un projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificatif, Vous savez, comme on l'avait évoqué. On passe beaucoup de temps sur la méthode, On sur va y la venir, nature, on a du temps, donc on va sur la pouvoir tout méthode, évoquer. sur la nature des Je crois que textes. le dîner d'hier était en partie sur la méthode. Ce qui compte J'imagine avant que le tout, président consacre son temps à des sujets qui sont importants, c'est un sujet important. c'est un sujet important, mais ce qui compte avant tout, et ce qui est peut-être encore plus important que tout le reste, c'est le fond du sujet. Ce sont les enjeux du système de retraite. C'est le déficit que nous connaissons et qui va C'est s'aggraver. de savoir aussi comment vous le faites voter, C'est- parce que par exemple, les députés du MoDem avaient dit on votera contre si c'est le Mais projet de tout- loi de tout- financement tout de la compte, Sécu, mais- votre partenaire Tout de la compte, mais majorité. nous avons passé beaucoup de temps sur la méthode, il faut venir au fond. Alors, allons-y. Et j'espère que vous aurez des réponses très claires. Pendant la campagne présidentielle, le projet du président de la République, c'était de reporter l'âge légal à 64 ans en 2027, puis 65 ans un peu plus tard. Est-ce que c'est toujours le projet du gouvernement? Est-ce que ce sera le point de départ de la concertation? C'est dans ce cadre que nous ouvrons la concertation. Et c'est logique, puisque le président de la République l'a exprimé pendant la campagne, qu'il s'est engagé politiquement, démocratiquement, qu'il a été élu, en prenant, je le répète, un véritable risque. Ça lui a parfois été reproché d'ouvrir le sujet des retraites pendant la campagne présidentielle. Et donc c'est dans ce cadre, avec ce mandat, que nous entrons dans la concertation. Est-ce que ça veut dire que vous ne souhaitez pas que le point d'atterrissage, ce soit l'allongement de la durée de cotisation plutôt que le report de l'âge légal? Nous verrons quelles sont la nature des discussions et les points d'atterrissage de ces discussions, les besoins de financement que cela entraîne. Donc il ne faut jamais préjuger par avance de la fin d'une concertation. Mais nous avons un cadre aujourd'hui que le président de la République a rappelé, à la fois à l'occasion de la campagne, mais aussi dans les échanges que nous avons pu avoir récemment. C'est dans ce cadre que nous ouvrons. C'est aussi dans ce cadre que nous pouvons ouvrir tous les autres sujets. Alors, on va les La détailler un par un. pénibilité, Je vous promets qu'on va les détailler. Juste restons encore un instant sur l'âge pour bien comprendre. Cette réforme, vous dites, elle est nécessaire pour sauver notre système, le préserver. C'est aussi pour des questions de budgétaire. Il y a une question d'équilibre du système. bien sûr. Est-ce que vous nous dites ce matin, attention, certaines solutions ont une efficacité budgétaire, financière plus importante? En clair, vous dites on est prêt à discuter, mais vous avez aussi dit ces dernières semaines que seul l'âge légal, le report de l'âge légal, permet d'avoir l'efficacité budgétaire nécessaire. C'est ce qui est effectivement l'efficacité budgétaire la plus forte. Et nous avons une ligne rouge qui est une ligne rouge absolue. C'est l'équilibre du système. Aujourd'hui, quand j'ouvre des discussions de façon formelle, informelle, y compris quand on discute les uns les autres, tous dans nos vies quotidiennes, du sujet des retraites, tout le monde a des idées pour améliorer le système. Tout le monde souhaite, c'est ce que nous voulons faire aussi, augmenter le minimum de pension pour une carrière complète. Parce que À c'est 1 100 normal, €. quand on a travaillé toute sa vie, même avec des salaires plutôt dans les tranches basses, d'avoir une retraite qui soit correcte, qui soit digne, qui permette de vivre. Tout le monde souhaite qu'on prenne mieux en compte la pénibilité, qu'on résorbe les inégalités qui sont très fortes entre les femmes et les hommes. Chacune de ces améliorations, qui est légitime, qui fait partie de ce que nous voulons atteindre, ce que nous voulons poursuivre comme objectif, chacune de ces améliorations a un coût. Et donc, quand il y a un coût, il faut pouvoir le financer. Nous avons aujourd'hui un système de retraite qui est structurellement déséquilibré. Nous le voyons dans toutes les projections, toutes les hypothèses, tous les scénarios. Pas déséquilibré mis aujourd'hui, en mais œuvre. qu'il sera à l'avenir d'après le corps. Disons les choses très clairement. 900 millions d'excédents en 2021, 3 milliards environ en 2022, mais dès 2023, c'est presque 2 milliards d'euros de déficit, c'est 12,5 en 2027 et c'est 20 en 2030. 2027, c'est demain. Ça n'est pas à long terme, ça n'est pas dans 3, dans 4, dans 5 générations, c'est demain. Et c'est le déficit qui est projeté par le corps, qui est envisagé par le corps, avant même que nous ayons pris des mesures d'amélioration qui, par définition, ont aussi un coût. Et donc, il faut tenir les deux bouts du problème ou de l'équation, à la fois améliorer le système, c'est notre volonté, mais aussi le financer. Et pour le financer, il faut aussi que nos interlocuteurs, il y en a qui vont s'opposer à l'augmentation de l'âge légal, mais qui vont aussi nous demander des améliorations, qui nous fassent des propositions. Mais ça veut dire, juste, et puis on va avancer sur les sujets très importants que vous venez d'évoquer, mais si la concertation aboutit à la conclusion qu'il faut faire un mix entre report de l'âge légal et allongement de la durée de cotisation, voire ne faire que un allongement de la durée de cotisation, vous direz OK, il n'y a pas de préalable à dire, comme le président l'avait promis, il y aura un allongement de l'âge Je légal. répète que nous avons un cadre qui est celui fixé par le président de la République pendant la campagne. Et je dis aussi, pour répondre très clairement à votre question sur le seul allongement de la durée de cotisation, une accélération de la réforme de 2013-2014, une augmentation supplémentaire. La réforme de Marisol Nous avons étudié tout cela. Cela ne suffit pas à équilibrer. Et très clairement, cela ne suffit pas de la même manière que le seul plein emploi. C'est très marquant dans les hypothèses du corps. Dans une hypothèse où nous connaîtrions le plein emploi pendant les 15 années qui viennent, ce qui serait une situation favorable, qui est une hypothèse plutôt très optimiste. C'est votre travail en tant que ministre du plein emploi. Exactement, et nous le souhaitons tous, je crois. Ça ne suffirait pas à équilibrer parce qu'il y a aussi une question démographique
avec une diminution du nombre de cotisants par rapport au nombre de retraités qui bénéficient d'une pension. Alors, vous disiez tout à l'heure, la concertation, l'idée, c'est de se mettre d'accord sur ce qu'on va dépenser en plus et ce qu'on va économiser. À la fin, que la concertation aboutisse ou pas, vous devrez prendre vos responsabilités et proposer un texte. Vous y avez fait allusion à l'instant, la retraite minimale à 1 100 euros, ça reste d'actualité. C'est un que vous engagement du défendrez président de la République. et que vous souhaitez réaliser. Sur la pénibilité, la prise en compte de situations individuelles, sauf erreur de ma part, en 2017, le gouvernement a supprimé des critères de pénibilité, plusieurs. Alors les postures pénibles, les manutentions manuelles de charge, les vibrations mécaniques, les agents chimiques dangereux. Est-ce que ces critères, vous les remettez dans le débat aujourd'hui? Est-ce que vous êtes prêt à les prendre en compte à l'avenir? En 2017, il existait le compte de pénibilité qu'on appelait le C3P, qui en réalité était plein de très bonnes intentions, mais extrêmement difficile à mettre en œuvre, et en particulier pour les entreprises, avec le risque de procédures totalement kafkaïennes ou ubuesques, en tout cas très compliquées, très répétitives. Nous avons voulu simplifier ce système sans renoncer à la prise en compte de la pénibilité. Aujourd'hui, dans le cadre des discussions que j'ai déjà eues sur ce sujet des retraites et de pénibilité, il y a des propositions qui sont différentes. Certains proposent de renvoyer la définition d'une liste de postes, plus que de métiers, mais de postes, de réalités de travail quotidien, à des débats dans les branches professionnelles. D'autres souhaitent que nous puissions améliorer la lisibilité, l'efficacité des comptes de pénibilité. C'est sur ces sujets-là que nous pouvons avoir des discussions, et je suis convaincu que nous pouvons avoir des convergences. L'État, le gouvernement, les groupes parlementaires, les partenaires sociaux, bien évidemment, que ce soit les syndicats ou les représentants des employeurs. Il y a aussi une question qui est très sensible, c'est la suppression des régimes spéciaux. C'est aussi l'un des projets initiaux. On est en pleine crise énergétique. Est-ce que vous imaginez, dans les mois à venir, supprimer le régime spécial des gaziers, des électriciens, alors même qu'on aura besoin que tout fonctionne sans le moindre accroc? Cela fait évidemment partie du cadre de la réforme et de ce que nous devons faire. Ça a été aussi pris comme engagement pendant l'élection présidentielle. Et aujourd'hui, force est de constater que tous ces métiers ont beaucoup évolué et que la situation des uns et des autres, membres d'un régime bénéficiaire, si je puis dire, d'un régime spécial ou bénéficiaire du système général, est souvent très différente pour des métiers qui sont désormais très proches. Et donc, il faut trouver de l'équité, de la justice. Donc, vous souhaitez toujours supprimer les régimes spéciaux? Avec une technique et une méthode que le président de la République avait annoncée, qu'on appelle parfois la clause de grand-père, qui consiste à dire tous ceux qui bénéficient du régime, qui ont été recrutés et envers qui on s'est collectivement engagé, doivent continuer à en bénéficier. Par contre, il faut modifier les statuts et faire en sorte que les entreprises, les administrations qui aujourd'hui bénéficient de ce type de régimes spéciaux puissent désormais recruter dans le cadre général. C'est ce qui a été fait à la SNCF. Donc ce serait uniquement pour les nouveaux. Depuis quelques mois, embauchés. Tous les nouveaux recrutés de la SNCF ne sont plus sous le statut cheminot tel qu'on connaissait, mais dans un nouveau cadre. Et je le dis pour les principaux concernés. La mise en place de cette réforme à la SNCF, c'est le maintien des avantages et du statut pour les embauchés avant la réforme. Ce sont des nouveaux embauchés qui sont dans un cadre classique au régime général. C'est un modèle qu'on peut reproduire. Mais avec quelques mois de travaux qui ont été menés par la SNCF pour que les grilles de salaire, la structure de la rémunération, pardon, c'est un peu technique, mais ça compte beaucoup, soient adaptées au régime général, alors que les structures de rémunération des salariés en régime spécial sont différentes de celles du régime général. Bon et donc, il faut faire attention aux assiettes quand on parle de contribution et de préparation de la retraite. Alors, quelle que soit l'issue de la concertation, positive ou négative, il faudra que le texte soit soumis au Parlement. Si c'est dans le cadre d'un projet de budget, vous avez la possibilité de recourir au 49.3 pour faire passer le texte sans vote si c'est nécessaire. Si c'est un texte ad hoc, là, vous allez vous retrouver dans une configuration où vous allez devoir faire un choix. Est-ce qu'on utilise ou pas le 49.3 en cas de blocage parlementaire? Dans tous les cas de figure, vous êtes prêt à utiliser le 49.3 pour faire passer votre réforme? Le 49.3, on le dit, on le répète, c'est un outil constitutionnel qui permet au gouvernement de surmonter des blocages, qui expose aussi le gouvernement au risque d'une motion de censure. Oui. C'est toujours important à rappeler, mais c'est un outil constitutionnel prévu pour surmonter les blocages. C'est pas un tabou, quoi. Et pour surmonter les obstructions. Mais si je vous dis tout à l'heure que je souhaite et que nous souhaitons, la Première ministre l'a dit aussi, une concertation à la fois avec les partenaires sociaux, mais aussi avec les groupes politiques, les groupes parlementaires. C'est parce qu'à aucun moment nous ne renonçons à créer les conditions d'une majorité, d'une convergence sur un système de retraite. D'après les informations de Bastien Auger du service politique de TF1 LCI, le président aurait eu les mots suivants hier à l'occasion de votre dîner: la promesse de dissoudre l'Assemblée en cas de vote d'une motion de censure, en disant: ce qui se joue, c'est l'autorité de votre serviteur, il parle de lui, et je ne vais pas la lâcher au bout de 6 mois, je ne veux pas la chienlit. Est-ce que vous confirmez ces propos du président? Je n'ai pas pour habitude de rapporter les propos du président de la République, mais ce que je peux vous assurer, c'est que le président de la République considère qu'il a été élu, c'est une évidence, qu'il dispose d'une majorité relative, mais une majorité à l'Assemblée nationale, et que si à un moment ou à un autre,
la totalité des oppositions se coaliser, alors qu'il n'y a rien de commun entre les différents groupes d'opposition, qu'il n'y a que des désaccords entre eux, parfois même au sein de chacun des groupes d'opposition. Si toutes les oppositions se coalisaient pour adopter une motion de censure et faire tomber le gouvernement, ils s'en remettraient aux Français. Et les Français trancheraient et diraient quelle est la nouvelle majorité qu'ils veulent. Et évidemment, nous rappellerions et nous serions en campagne pour que le président soit conforté. Mais vous avez envie, vous, de repartir en campagne. Vous avez été élu député et nommé au gouvernement, bien sûr, mais élu député il y a que quelques semaines. Vous imaginez tous les députés majoritaires partir sur le terrain là? Et vous parlez des députés majoritaires, mais il y a aussi les députés d'opposition. Et donc chaque député peut répondre ou doit répondre à cette question. Mais vous avez envie. Donc, moi, quand il s'agit de défendre le projet du président de la République, de défendre la majorité, il faut toujours être prêt à mener campagne et à s'investir. Mais cette question-là, aujourd'hui, je n'ai pas à me la poser parce que justement, je participe au gouvernement. C'est une question qui relève plutôt des parlementaires lorsqu'ils sont confrontés à une motion de censure. Si on comprend bien, en fait, Olivier Dussopt, là, il y a un message clairement qui est envoyé aux Républicains, c'est de dire, pendant la campagne, Valérie Pécresse proposait le report de l'âge légal à 65 ans. C'est le point de départ de notre concertation. Vous pouvez voter avec nous, sinon on risque d'arriver à la dissolution. Mais chaque groupe sera confronté à une forme de contradiction entre ceux qui ne veulent que des améliorations, mais qui ne veulent pas proposer des solutions pour les financer. Ceux qui ont voté il y a quelques années l'augmentation de la durée de cotisation et qui expliquent aujourd'hui que ça serait un tabou et quelque chose d'insurmontable. Et ceux qui se sont engagés pendant la campagne et qui, demain, diraient que leur engagement d'il y a 6 mois ne tient plus. Et ça, c'est pour les Républicains. Je traduis pour nos téléspectateurs. Mais donc, je repose la question. Vous attendez pas sérieusement à ce que la France Insoumise vote avec vous la réforme des retraites? Donc si quelqu'un peut la voter, ce sont les Républicains. De manière générale, je n'attends pas grand-chose de la France Insoumise. En revanche, des Républicains? C'est à eux de choisir. C'est à eux de choisir et c'est à nous de construire une majorité. C'est l'objectif du travail de concertation. Vous citez un groupe, il y a 8 autres groupes à l'Assemblée nationale. C'est avec tous que je veux travailler. On le disait, il y a quand même une opposition forte des syndicats. Même la CFDT, qui est réputée réformiste, avait dit on ne veut pas d'âge légal, on veut une réforme systémique par points, qui était la réforme initiale qui a été abandonnée. Aujourd'hui, la CGT organise une journée d'action. Elle entend mobiliser. C'est indifférent de voir qu'il y a aujourd'hui une action, qu'il y a des messages qui sont envoyés par la CGT. Philippe Martinez, ce matin, chez nos confrères de France 2, vous dit on peut discuter, mais à condition que le gouvernement soit capable d'entendre, sinon c'est un dialogue de sourds. Est-ce que vous entendrez ce qui sera dit aujourd'hui par la CGT? Oui, mais l'inverse est vrai. L'inverse est vrai. Un dialogue, ça n'est pas unilatéral. Il ne s'agit pas seulement de demander au gouvernement d'entendre. Il s'agit aussi pour les partenaires sociaux, et c'est le cas par exemple de la CGT de Philippe Martinez, d'entendre aussi, de partager un certain nombre de contraintes. Le déficit du système de retraite, ça n'est pas le déficit du gouvernement. Le déficit du système de retraite, c'est le déficit de tout le système de retraite. Et la manière dont il est présenté par le Conseil d'orientation des retraites, le rapport du Conseil d'orientation, c'est un rapport qui est adopté par le Conseil et qui siège au Conseil les partenaires sociaux. Ça, c'est le message pour Philippe Martinez. Non, c'est le message pour l'ensemble des partenaires sociaux qui se sont mis d'accord au sein du Conseil d'orientation des retraites sur des projections, des prévisions financières et qui, pour certains, voudraient faire comme si elles n'existaient pas. Alors ça, c'est pour la CFDT, pour le coup. Non, parce que, parce que vous voulez absolument m'opposer à l'un ou à l'autre. J'ai entendu les remarques de Laurent Berger. J'ai aussi entendu qu'au-delà de son désaccord sur les questions d'âge ou de durée, le désaccord exprimé par son organisation syndicale, il souhaite aussi du temps pour discuter. Le temps, nous l'avons. Il en a un petit peu. Il en voulait un peu plus, mais vous lui en donnez un petit peu. Ça fait 4 ans que l'on débat les uns les autres de ce sujet sur les retraites. Et donc, il faut effectivement aller au bout de cette concertation, mais beaucoup a été fait, notamment parce que les partenaires sociaux ont pris le temps de discuter. Alors, et aussi, ils font des propositions. À votre place, Philippe Martinez, la semaine dernière, notre invité, disait il n'y a pas que l'âge pour équilibrer le système. Lui, il disait il y a la réduction du chômage, il y a l'augmentation des salaires pour faire rentrer plus de cotisations, c'est un des mots d'ordre de cette journée d'action. Il y a l'amélioration du travail des seniors, de l'emploi des seniors. Il y a les exonérations des patrons qu'on pourrait rétablir ou augmenter. Est-ce qu'il faut absolument en passer par une mesure d'âge? Est-ce qu'on ne peut pas, avec tout ce que vient de lister Philippe Martinez, arriver à un équilibre? Je l'ai dit tout à l'heure. Dans le cadre des travaux du Conseil d'orientation des retraites, le Conseil a testé, a simulé une hypothèse dans laquelle le chômage serait à 4,5%, ça s'appelle le plein emploi, entre maintenant et 2040. C'est une hypothèse optimiste que tout le monde aimerait et souhaite voir se réaliser. Même avec cette hypothèse-là, je rappelle que nous sommes à 7,4% de chômage aujourd'hui. Même avec cette hypothèse, le déficit en 2030 est encore de 15 milliards d'euros. Donc vous dites à Philippe Martinez, il faudra aller plus loin, travailler mais là où je le rejoins, c'est sur la question de l'emploi des seniors. Parce que nous avons un taux d'emploi des seniors, une part des plus de 50 ans, des plus de 55 ans, des plus de 60 ans en activité qui est beaucoup plus basse que partout en Europe. Et comment vous allez l'améliorer? Travaillons avec les partenaires sociaux pour que les conditions d'emploi des seniors
soient améliorées, que les entreprises soient accompagnées pour les maintenir dans l'emploi. Philippe Martinez parle de la réduction du chômage. Évidemment oui. Évidemment oui, parce que plus nous sommes nombreux à travailler, et c'est le cas les depuis quelques cotisations années, entrent. plus il y a des cotisations pour le CNRE. Alors, il vous dit aussi, c'était l'un de ses arguments, et c'est l'un des mots d'ordre de sa journée d'action aujourd'hui, il faut augmenter les salaires. Il dit, une prime, c'est pas un salaire. Il y a la prime Macron, pour dire les choses simplement, qui a été mise en place, qui permet aux entreprises plus facilement de verser des primes à leurs Et salariés. beaucoup le font, ce qui est très bien. Voilà, mais il dit qu'il faut augmenter les salaires. Il y a par exemple un mouvement de grève chez Total où les salariés disent regardez, Total verse 2,6 milliards de dividendes à ses actionnaires, qu'il en profite pour augmenter les salaires. Est-ce que vous dites oui, aujourd'hui les entreprises doivent augmenter les Nous salaires? sommes nombreux au gouvernement à l'avoir déjà dit. À avoir dit que quand les entreprises le peuvent, il est normal qu'elles puissent accompagner et soutenir leurs salariés par des augmentations de salaire. Et très souvent d'ailleurs, le dialogue social le permet. Lorsqu'on regarde les chiffres de l'année 2022, des différents dialogues, du dialogue social dans les entreprises, ça se traduit globalement par des augmentations. Et par ailleurs, nous avons une position au sein du gouvernement, en tout cas un choix politique, qui est évidemment, de nous appuyer sur le mécanisme de revalorisation du SMIC. Nous sommes un des seuls pays européens à avoir cette revalorisation. Que ça aille au-delà. C'est 8% à un an, et de renvoyer au dialogue social branche par branche la négociation des niveaux conventionnels. Mais je retiens branche ce que par vous branche. dites, vous souhaitez que les entreprises... Quand elles augmentent. le peuvent, c'est normal de partager la valeur. Merci beaucoup, Merci Olivier à vous. Dussopt, d'avoir éclairé notre lanterne ce matin sur les retraites. On aura encore besoin de vous dans les semaines à venir, parce que ça continue.